L'église d'Angeac assoit la puissance de son élévation sur le redent évasé de ses contreforts de pierre. Une source naît sous le clocher. La crypte en recueille les eaux, et son ruisseau s'écoule derrière l'abside par une issue aménagée au bas du chevet. Des piétés païennes qui semblent inabordables survivaient ici au XIVe siècle. Elles ne trouvaient pas insensé de loger leurs vieux scrupules et leur culte de fécondité parmi les dévotions plus modernes que le pouvoir des abbés de Bassac ou de Bouteville imposait aux paroisses. Le printemps et les eaux de la terre ont célébré longtemps leurs noces victorieuses. De ces sortes de fonds naquirent Épicure et Lucrèce, Virgile et Botticelli. En amont d'Angeac, la Charente s'est divisée en deux cours principaux qui se réuniront plus tard. Les décrues printanières renvoient dans leur lit des bras secondaires dont l'hiver débordait les rives. Des tertres verts émergent alors en îlots contigus entre Angeac et le hameau de Vibrac, construit sur l'autre rive. Au pointillé de l'herbe maintenant découverte répondent dans le ciel les rayures des branches tachetées par le vert un peu luisant des jeunes feuilles et par le rose grisé des bourgeons qui pointent leurs écailles. En quelques jours, la verdure neuve des futaies suscite le concert des mésanges et des roitelets, du milan à la queue fourchue, de l'engoulevent au rouet vibrant, et du loriot venu d'Afrique, habillé d'or et de noir. La terre, saturée de flaques, assouvit une puissante végétation qui jaillit du sol en saules et en peupliers, en frênes et en ormeaux. La huppe insectivore, au bec si long et si fin, lissé de plumes claires, loge ses nids dans les arbres creux et nourrit ses petits sur un lit de guano. Qui souffrait de persécution devait, pour calmer ses ennemis, attraper une huppe et poser l'un de ses yeux le soir au creux du nombril. On disait aussi qu'une tête de huppe, glissée dans un sac en peau de taupe, dissuadait au marché la fourberie des maquignons. Des modillons à tête humaine supportent la corniche de Saint-Pierre d'Angeac. Ils sont un morceau de la nature. Figures et bêtes, et plantes, et arbres viennent à maturité dans le grand âge de la pierre et dans l'art des sculpteurs. La raison, ailleurs, exerça ses arguments entre des murets peureux. Elle énonça des principes recroquevillés, soustraits à l'exactitude du sommeil, à la digestion, à l'effort de la marche, à la violence des unions matricielles. La raison s'est usée dans les livres et dans les mots en gestes secs et rapides. Angeac est né dans les saisons du fleuve, qui renouvellent leurs convocations en cycles réguliers sans qu'il soit besoin de les interroger sur leurs origines. La vie procède d'un état de fait. La langue elle-même ne traduit pas de vertu singulière, à peine une physiologie, affamée parfois, rehaussée d'arcs et de flèches. Les mots d'abord furent des cris qui désignèrent la nourriture, un animal hagard, la crue d'une rivière empoisonnée, des fruits naissants ou le lièvre qu'on chasse à la course en évitant les pièges des ronciers. Ce fut une préhension des mains, un mâchement de cris, une insalivation de rumeurs. Ce fut l'époque de l'homme. La langue apparut comme un outil dans une grande violence de la gorge, dans une mendication de la voix qui donna sa matière à l'esprit, un classement aux humeurs et qui déclina l'inventaire de ce monde, ultime étape de la prédation. Près des sources d'Angeac, un primate déroula vers les cimes des arbres les 24 os de ses vertèbres mobiles et les 14 os soudés de sa face aveuglée de soleil. La nuit venue, pieds écartés, jambes tremblantes encore, les bras levés sous les rumeurs riveraines, il grognait son incantation vers les étoiles et s'exerçait au tutoiement de ses dieux.